Le débat sur l'immigration fait rage et ressorti, je dirais, ce matin, l'idée de ces quotas d'immigration. La France insoumise y est farouchement opposée à la notion de quotas d'immigration. Est-ce qu'on peut néanmoins laisser la porte béante aux flux migratoires, Hugo Bernalicis? Non, on ne peut pas laisser la porte béante aux flux migratoires, mais vous savez, l'angle mort de toute cette réflexion, tout comme l'entretien d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles, sur les questions migratoires, c'est finalement pourquoi les gens bougent. On finit par en oublier les raisons pour lesquelles les gens s'en vont. Comme s'ils s'en allaient comme ça, sur un coup de tête, et qu'il fallait accueillir des vagues de gens qui déferlent. Déjà, il n'y a pas de vagues. Il suffit de regarder les chiffres pour se rendre compte que c'est une très maigre proportion de la population quand c'est ramené à la population du pays, encore plus quand on le ramène à la population européenne. Et d'ailleurs, quand on ramène à la population européenne, finalement, nous, on est moins touchés que d'autres pays européens. Donc, si on ne traite pas les causes, on sera tout le temps en train de s'embrouiller sur comment on fait pour bien accueillir les gens. Qu'est-ce que vous appelez traiter les causes? Les causes d'immigration, il y en a plusieurs. Vous savez, il y a les guerres, déjà, premièrement. Est-ce qu'on a à voir avec les guerres qui ont lieu ici ou là, notamment au Moyen-Orient, notamment dans certaines régions d'Afrique? Oui, mais l'immigration, quand on parle de quota d'immigration, on ne parle pas asile. Les gens qui fuient la guerre, de toute façon, ils ne sont pas concernés par les quotas. Là, ce sont les quotas économiques. Oui, voilà. Vous et moi, on peut le penser, on peut le souhaiter. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que vous avez des zones où il y a des conflits qui ne sont pas considérés comme étant des pays en guerre. En fonction de la région dans laquelle vous venez, d'Irak par exemple, vous pouvez être considéré comme venant d'une zone sûre, d'un pays tiers sûr, et donc être renvoyé quand même chez vous, alors que c'est globalement la guerre sur place. Oui, bon. Mais c'est subtil ce que je suis en train de raconter. Je n'en doute pas. C'est des cas concrets de gens que je peux rencontrer dans ma permanence ou d'associations qui viennent me voir, où on renvoie des gens dans leur pays alors que leurs pays sont en guerre. Donc l'asile, on a tellement restreint les critères pour avoir le droit d'asile, qu'on finit par même renvoyer des gens qui, vous et moi, si on avait la situation qui était présentée sur le plateau, vous leur donneriez Plaçons-nous dans Mais sortons de l'asile. La problématique. La question économique. Parlons du problème économique, voilà, c'est ça. Et du quota, parce qu'on entendait quand même certaines personnes dire, est-ce que finalement, faire des quotas selon les besoins de notre pays, ce qui est légitime après tout, on peut dire, il y a des poches d'emploi qui ne peuvent pas être remplies par les citoyens qui habitent ou les personnes qui habitent sur le territoire national. Après tout, ce n'est pas illégitime d'en appeler à ces quotas économiques. Par métier, par branche d'ailleurs. Oui, et ça suscite un débat qui dépasse largement la majorité. Oui, alors c'est Yannick Jadot qu'on a entendu ce matin à la radio. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui, si. Les yeux au ciel, on va réécouter ce qu'il dit, Yannick Jadot, qui a priori n'est pas dans une opposition systématique, en tout cas sur ce sujet-là. On va l'écouter. Et si ça nous permet de sortir du fantasme que nous sommes envahis et que notre société a besoin de migrants économiques, que souvent ces histoires de migration sont des histoires de succès, sont des histoires de réussite, sont des histoires qui, selon toutes les études, créent de l'activité et de l'emploi dans notre pays. À ce moment-là, si c'est dans cette perspective-là, c'est intéressant, il faut en débattre. Est-ce que c'est une fracture entre Yannick Jadot et vous dans la perspective de futures alliances électorales? C'est pas très confortable. Déjà, tout le monde ne dit pas ça à Europe Écologie Les Verts, et fort heureusement. Premier point. Bon, alors là aussi, ils se disputent. C'est bien ça. Non, mais premier point. Je le vois, c'est tout. Moi, je pense que, vous savez, on ne combat pas le Front National en appliquant son programme. Voilà, j'ai cette conviction sincère et profonde. On ne combat pas le Front National en appliquant son programme. Voilà. Mais il ne s'agit pas de combattre le Front National, ou le Rassemblement National. Parce que le but, c'est d'essayer de résoudre un certain nombre de problèmes. J'ai peut-être sauté un point, une étape dans la discussion, puisqu'on sait très bien qu'en tout cas, c'est l'objectif du chef de l'État. De latéraliser avec le Front National, de dire c'est un sujet, il ne faut pas le laisser au Front National, donc il faut se l'approprier et traiter le sujet au fond. Sauf que lui, pour traiter le sujet au fond, il applique ce que propose le Front National. C'est quand même un peu bizarre, le Rassemblement National. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire de quota. Vous savez, déjà, aujourd'hui, l'immigration économique légale, comment ça fonctionne? Vous demandez un visa pour arriver sur le territoire et vous devez prouver que vous avez une promesse d'embauche. Vous ne volez pas le boulot de quelqu'un d'autre.
D'accord ? Donc ça se passe déjà comme ça, y compris par branche de métier, certains gros industriels qui vont démarcher à l'étranger de la main-d'œuvre, en plus du travail détaché. Hein, bon, tout ça existe déjà. Mais de quoi on parle ? De quoi on parle ? D'être plus dur et d'avoir des critères encore plus sélectifs, alors que déjà aujourd'hui, pour la migration économique irrégulière, c'est de ça dont on parle ? C'était pas ça, c'était de remettre à jour ces fameuses listes qui disent, voilà, dans tel corps de métier, on a besoin de monde, dans tel corps de métier, on a besoin de monde, et qu'on ne se retrouve pas avec un médecin guinéen qui soit obligé d'aller travailler sur des chantiers parce que c'est juste là-dessus qu'il trouve du boulot. C'est ça, en fait, la thématique, de ce qu'on a compris. En général, le médecin guinéen, il va trouver un boulot de médecin parce qu'on justement, c'est a priori, on est en galère. En tout cas, ce que disait. Ce serait peut-être mieux que le médecin guinéen, il reste en Guinée d'ailleurs, parce qu'on a besoin de médecins en Guinée. Parce que quand on voit qu'il y a plus de médecins béninois en Île-de-France qu'il y en a au Bénin, c'est un peu du pillage de ressources humaines. Mais pourquoi le fait qu'on se dise il manque de la main-d'œuvre dans tel domaine, pourquoi on ne se dit pas remettons de la formation professionnelle et de la formation initiale dans ces domaines ? Parce que bien souvent, on l'a détruite. Bien souvent, on l'a détruite, parce que ces métiers ont été délocalisés, puis que finalement, on en a encore un peu besoin, et qu'il n'y a plus personne, et qu'il n'y a plus le bagage de formation, des outils de formation qui sont là. Et aussi parce qu'on paye mal les gens. Pourquoi les gens n'acceptent pas ces métiers ? Parce qu'on paye mal. Là, on est en train, désolé de faire des parallèles avec l'assurance chômage, mais en réalité, on dit, ah bah oui, les gens avec les aides, ils touchent plus que s'ils travaillaient. Mais augmentez le SMIC, vous verrez que vous aurez résolu l'équation assez rapidement. Oui. Non, mais parce que du coup la main-d'œuvre étrangère qu'on fait venir, elle est faite pour tirer vers le bas les salaires dans le pays. C'est quelque chose qui a été évidemment défendu par le Parti communiste depuis 50 ans, en disant nous on refuse l'immigration parce que accepter les migrants, ça tire les salaires vers le bas. Ça c'est classique comme argumentation. Non mais c'est une réalité économique. Non mais c'est paradoxal. Non mais c'est pas un argument. Vous devriez refuser l'immigration en tant que elle tire les salaires vers le bas. Je suis que pour tout le monde soit payé de la même manière à travail égal. Bien que ce sera pas possible. Le français soit mieux payé que le migrant qui vient faire le même boulot. Comment voulez-vous que le médecin ou l'ingénieur qui effectivement a un salaire très très inférieur à celui qu'il pourrait toucher en France, comment voulez-vous qu'il n'accepte pas un salaire même médiocre en France, mais très confortable par rapport à son pays d'origine ? Et donc on en revient... En ouvrant la porte à l'immigration, vous tirez les salaires vers le bas. Regardez comment vous-même, vous faites le lien avec les causes des migrations. S'il y a un budget qui n'a pas augmenté, en tout cas pas autant qu'avait promis Emmanuel Macron, c'est l'aide publique au développement. Oui, mais vous savez bien que l'aide publique au développement favorise la migration. Ah bon ? Mais bien entendu, puisque qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe dans les flux migratoires ? C'est que ce sont les meilleurs, étant donné les difficultés qu'il y a, sont les gens qui ont de l'argent qui migrent. Et l'aide au développement, au contraire, facilite les flux migratoires. Ça dépend. Ça dépend. Quand vous parlez de certains pays, certaines zones de l'Afrique, c'est pas les plus. Parce que quand il faut payer un passeur, le petit paysan qui est tout seul dans son village de brousse, il migre pas, lui. Hein. C'est l'ingénieur, c'est le médecin, ou c'est des gens qui ont des familles qui peuvent leur payer ce passage. Donc si on règle pas les causes des migrations, c'est sans fin notre histoire. Surtout qu'en plus là. Autant on se fait un débat là où il n'y a pas besoin d'en avoir parce que nous aurions les moyens d'accueillir dignement tout le monde et de trouver du boulot pour tout le monde. Moi, je vous dis que si demain on prend la décision d'ouvrir les frontières, non, mais de faire une transition écologique et d'avoir une agriculture biologique 100% bio dans le pays, il faut 600 000 bras supplémentaires. D'accord, 600 000 bras. On les a à l'heure actuelle ? Non, on les a pas. Donc, il faut les former, il faut les retrouver. Ce que vous dites, Hugo Bernalicis, c'est que il y a plein de secteurs d'activité comme ça. S'il met ce sujet-là sur le tapis, Emmanuel Macron, en fait, c'est un sujet qui n'est pas nécessaire. Ce que dit l'aile gauche de la REM, certains députés de l'aile gauche qui disent, attendez, il est en train de mettre ce sujet sur le tapis, c'est pas nécessaire, c'est pas un sujet de préoccupation des Français. En gros, c'est un peu électoraliste, quoi. Alors, c'est tout à fait électoraliste parce qu'il veut sanctuariser l'électorat de droite qu'il a capté pour les élections européennes, ça c'est très clair. Mais il y a un sujet. Moi, je ne suis pas là pour fermer les yeux sur les milliers de morts en Méditerranée. Vraiment. Je ne suis pas là pour faire ça. Le sujet, il est de la souffrance humaine au quotidien. Vous savez, hier, j'étais dans une association à Lille qui s'occupe des violences faites aux femmes. Il me disait que 80% des gens qui reçoivent en accueil de jour sont des personnes qui sont des femmes qui sont soit en situation irrégulière, soit en vue de le devenir. Parce que comme elles sont venues en France dans le cadre d'un rapprochement familial, si elles se font battre par leur mari et qu'elles quittent le domicile familial, alors elles n'ont plus de titre de séjour. Il y aura peut-être un dossier. Donc c'est soit je continue à me faire battre avec mon mari, par mon mari, et je garde mes papiers,
Regardez les situations inextricables, ça c'est des vies... Il y aura peut-être un sujet sur le regroupement familial demain, on ne sait pas, mais c'est bruit. Justement, je voudrais passer peut-être au deuxième sujet qui nous préoccupe, qui sont dans le débat, c'est cette violence et violences urbaines à Chanteloup. Le Premier ministre avait qualifié d'imbéciles. Il avait dit que c'était des imbéciles. Des imbéciles malfaisants. Il y a eu toute une polémique. Je crois qu'il a répondu. Il a été rattrapé un peu par la cavalerie à l'Assemblée ce matin parce qu'une députée des Républicains l'a interpellé là-dessus en disant « Vous avez minimisé, monsieur le Premier ministre, ce ne sont pas que des imbéciles. » On va écouter sa réponse. Lorsque j'ai évoqué une petite bande d'imbéciles, j'ai probablement utilisé une formule de style qui est une litote. Lorsque je dis qu'en posant la question de la façon dont vous la posez, vous mettez le sujet à la hauteur des enjeux, je pratique probablement l'antiphrase. Le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé, plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, Madame la députée, avez-vous noté que le président du conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétin. Chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite. L'important, Madame la députée, ça n'est pas ce terme, ce sont les actes. Voilà. Bon, alors, il y a d'un côté, finalement, peut-être une minimisation, si on dit c'est une sorte de jeu vidéo en dimension réelle que se livre un certain nombre de bandes. C'est défendu par certains, cette idée. Et parce que ce sont des défis sur Facebook aussi. Voilà, avec des défis sur Facebook entre la bande de Mantes-la-Jolie et la bande de Chanteloup. Et puis d'autres, au contraire, nous recevions des gens de la France Insoumise, qui disent finalement tout s'explique par l'excuse sociale, alors qu'en fait il s'agit de criminalité. Caricaturé quand même. Comment ? Caricaturé, disant que des gens de la France Insoumise. C'était Manon Aubry. Manon Aubry, ça y est, merci. Caricaturé, parce que je pense qu'on fait tous un peu la part des choses déjà entre les actes qui sont condamnables, qui doivent être condamnés, et puis l'explication et expliciter pourquoi on en arrive là. Parce que si on ne le fait pas, on recommence, ça se répète, et puis tous les 3 mois, tous les 4 mois, il se passe ce qui s'est passé là, et on va faire un plateau télé pour dire « Regardez, il y a de plus en plus de délinquance, regardez, ils sont de plus en plus jeunes, et regardez, il faut faire quelque chose. » Bon, déjà dire premièrement que vous et moi sommes d'accord pour dire que le sujet dont nous traitons là n'a rien à voir avec le sujet précédent. Ah non, c'est parce que j'ai mis... C'était l'autre sujet d'actualité. Je préfère que ce soit clairement dit. Je crois que c'était très clair. Bien sûr, alors c'est clairement dit. C'était tout à fait clair. Qu'est-ce qu'on a là sous les yeux ? On a 3 ministres qui viennent sur place pour dénoncer quelque chose qui est odieux, de cramer comme ça un cirque, un outil culturel qui a été mis dans le quartier justement pour remettre du service public, du lien culturel, du lien social, là où la mairie pensait qu'il n'y en avait plus. Oui, c'est crétin, imbécile, criminel, ce que vous voulez, la liste de ce que vient de faire le Premier ministre en rappelant les paroles des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années sur la question de la justice des mineurs, qui va être en débat, puisqu'il y a une ordonnance qui a été prise par la ministre Belloubet sur le sujet, qui sera débattue à l'Assemblée nationale en mai prochain. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a durci les sanctions pénales envers les mineurs. On a ouvert les centres éducatifs fermés, vous en savez quelque chose, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui était à la manœuvre pour pousser la mise en œuvre de ces centres éducatifs fermés. Et on est le pays d'Europe qui incarcère le plus et qui enferme le plus ces mineurs. Est-ce qu'il y a moins de faits de délinquance ? Non, attendez, est-ce qu'il y a moins de faits ? Est-ce que cette politique et ces choix politiques ont produit des effets en termes de prévention de la délinquance et de prévention de la récidive ? Oui, mais là, j'en suis même pas à la question de la justice. Il y a des gangs criminels. Il faut les appeler par leur nom. Je crois que maintenant tout le monde est d'accord. C'est pas un jeu vidéo. C'est pas. Je joue aux jeux vidéo et je crame pas des cirques. Donc voilà. Vous voyez oui, non, mais bien sûr. Non, mais je le dis parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se disent sur les jeux vidéo. Certainement. Mais certains font la comparaison avec un jeu vidéo en réel, avec une sorte de jeu. Je vois lequel. Bon, alors ce sont des gangs criminels dont on connaît très bien l'origine et qui veulent anéantir en fait tous les efforts d'intégration et de réhabilitation dans ces quartiers, parce que ça ne les arrange pas. Ils veulent que les forces de sécurité... Ça n'arrange pas leur business. Ça n'arrange pas leur business, il faut être clair. Alors si on veut parler de trafic... Et donc, qu'est-ce qu'on fait comme politique publique à partir de ce moment-là ? Parce qu'on a le sentiment qu'on envoie des travailleurs sociaux qui parfois sont exclus, parce que la violence s'adresse non seulement aux policiers, je veux dire, je sais pas, c'est normal de s'attaquer aux policiers, mais on se dit, il y a des médecins, il y a des
des à le comprendre. infirmières, il y a des pompiers. Oui. Ces gens-là sont pas là dans une position de violence, au contraire, c'est dans une position d'aide aux gens, et on les attaque. Ils veulent voir disparaître l'État de ces zones. Ils ne veulent pas. Comment on fait les organisations criminelles, en général, ne sont pas très fans quand les services publics reviennent, quand l'État est là, sous toutes ses formes. Et voyez bien qu'ils ne se sont pas seulement attaqués aux policiers, mais bien à cette structure qui n'a rien à voir avec le trafic de stupéfiants, le représentant des pompiers hier qui nous l'a très clairement décrit. Donc, comment on fait face à ça? De la répression. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans? Je reviens à mes questions présentes. OK, en justice des mineurs, vous dites on n'en est pas encore à cette étape-là. En termes de répression, là, on vient de mettre en place l'OFAST, le nouvel office central de lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous en avez sans doute parlé sur votre antenne. Ça a été présenté il y a 3 semaines, je crois. 55 mesures phares. Ben voilà. C'est quoi les 55 mesures phares? Il y a quand même des chiffres de trafic qui sont quand même... sur la réduction du trafic de stupéfiants, notamment à Chanteloup, 50% de réduction du trafic de stupéfiants. Ah bon? 50% de réduction du trafic de stupéfiants? C'est ce que nous disaient nos journalistes du service police-justice. Non, ça c'est les statistiques des policiers, c'est les statistiques de leur activité policière. Oui, mais il n'y a pas de corrélation entre les deux. Oui, mais évidemment, il n'y a rien d'officiel sur le trafic de stupéfiants. On n'a pas des chiffres officiels, c'est évident. Oui. Par essence, c'est... Il y a un truc qui est évident, c'est le ressenti des gens. Celui-là, il est plutôt évident. Le ressenti, oui, vous pouvez dire qu'on s'en fiche, mais non. Ce que je veux dire, c'est que sur le trafic de stupéfiants, il y a quand même eu des évolutions, il y a des choses qui ont évolué quand même, des choses qui ont bougé. Et manifestement, d'ailleurs... Tous les indicateurs de santé, pour le coup, montrent qu'il y a une augmentation de la consommation de stupéfiants sur le territoire français. Donc oui, ça a évolué, je suis d'accord avec vous. Pendant qu'on a réprimé de plus en plus, la consommation de stupéfiants, quels qu'ils soient, que ce soit de cannabis ou des drogues dures, a progressé en France. Alors moi, je vous le dis, cette politique répressive, on n'aurait pas le temps, mais c'est très intéressant, la libéralisation. Est un échec total. Et ben moi, je regarde ce qui s'est fait, par exemple, au Portugal. Très intéressant. Ils ont dépénalisé l'usage des stupéfiants, pas le trafic, l'usage des stupéfiants. Et du coup, ils se sont concentrés, leurs effectifs de police, leurs effectifs de police judiciaire, sur la traque des trafiquants. Oui. Okay. Oui. Et pendant ce temps-là, ceux qui étaient plus pénalisés, qui n'avaient plus peur de se prendre un PV, de passer au tribunal parce qu'ils consommaient, sont allés voir qui? Des médecins. Et ils avaient plus peur d'aller voir des médecins et de dire qu'ils consommaient des drogues, etc. On est passé de 100 000 héroïnomanes à 10 000 héroïnomanes au Portugal. Ça, c'est pas des résultats. Hugo Bernalicis, moi, je sais pas ce que c'est. Je trouve ce débat très intéressant. Oui, c'est intéressant. Et allez-y, je crois qu'on a un peu de temps. Partagerai volontiers votre... la santé, je partagerai volontiers la dernière partie de votre... Mais c'est quelque chose de trop important pour qu'on le traite en une minute. Bien sûr, mais le sujet, il est là, c'est que les trafiquants ne sont pas pour la légalisation du cannabis ou pour la dépénalisation des drogues. Non mais il faut le dire aux gens. Les trafiquants ne sont pas favorables à ça. Et moi, je suis pour emmerder le plus possible les trafiquants, que ce soit par des moyens de police, des moyens de santé publique, des moyens de prévention, des moyens d'éducation nationale, etc. C'est très intéressant, il y a des évolutions, parce que Pierre Bédier, les Républicains, de Mantes-la-Jolie, tout d'un coup, il s'est dit devant l'affaire de Chanteloup-Lévy, mais est-ce que la solution n'est pas celle que vous préconisez? Donc il y a des choses qui sont en train d'avancer. Vous savez, on y arrivera de toute façon. Voilà. Alors, c'est juste que le plus tôt serait le mieux, parce qu'on s'éviterait un certain nombre de difficultés dans le pays. Troisième sujet qui est au menu de cette actualité, c'est la polémique qui traverse votre mouvement à propos de la manifestation contre l'islamophobie. Alors, je dois dire que j'ai regardé l'appel du CCIF, la principale organisation qui appelle à cette manifestation, et je dois dire, j'ai été absolument sidéré par ce qui est contenu dans l'appel du CCIF, c'est-à-dire là, ils considèrent que les lois sur le voile... Je ne sais pas qu'on se déchirait, je lis vos bandeaux parce que que la loi sur le voile est une loi islamophobe, et donc en s'associant à ça, vous dénoncez la loi sur l'interdiction des signes religieux. Absolument pas, et je ne partage pas la communication du CCIF sur le sujet. Mon groupe parlementaire non plus ne partage pas la communication du CCIF. On ne peut pas participer à la manifestation alors. Je ne sais pas, là c'était en discussion ce matin et je ne sais pas ce qu'elle va être la décision de la participation à la manifestation ou pas. Parce que vous savez, le problème c'est que quand on a participé au rassemblement Place de la République contre les actes d'antisémitisme, souvenez-vous, d'antisémitisme. Vous vous souvenez qu'il y a eu des rassemblements ? Très bien, oui. Il y a la Ligue de défense juive qui était là. Et qui n'a pas voulu de vous. Pourtant, on était dans la même manifestation qu'eux. Oui, non mais ça, écoutez... Est-ce que je peux, du coup, bien expliquer ça ? C'est que, par ailleurs, moi, je ne suis pas très fan du terme d'islamophobie parce que je pense que le vrai terme, c'est du racisme anti-musulman. Voilà.
c'est du racisme et de la haine anti-musulman. Et le terme islamophobie ne recoupe pas toute cette réalité-là. Aujourd'hui, il y a un fait, c'est que énormément de gens utilisent ce terme pour décrire le racisme anti-musulman et la haine anti-musulman. Voilà, donc je fais le constat de ça. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème d'avoir signé cette tribune avec mon groupe parlementaire sur la question de l'islamophobie, de la haine anti-musulman dans ce pays qui est un problème majeur, parce que c'est le cas. Oui, il y a des tas de musulmans et de musulmanes françaises et français qui se font agresser, insulter dans la rue, qui se font regarder de travers parce qu'ils ont une barbe, parce que le ministre de l'Intérieur a dit que si on avait une barbe, on était suspect, etc. Et que c'est insupportable. C'est peut-être un petit peu caricatural. C'est pas si caricatural que ça. C'est pas si caricatural que ça. Et d'ailleurs, des tas de gens sont angoissés dans le métro. Non, mais ça a fait du mal, la société de vigilance, quand Christophe Castaner l'a évoqué. Ça a fait du mal. Et donc, du coup, oui, je déplore que finalement, on nous amalgame avec des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord sur la vision que nous défendons de la laïcité. Moi, je ne suis pas pour remettre en cause la loi de 2004. D'ailleurs, la France Insoumise non plus. C'est pas dans notre programme et c'est pas prévu à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Après, là où il ne faut pas nous emmener non plus, c'est que je ne suis pas non plus sur la position de Jean-Michel Blanquer à expliquer que quand un petit garçon donne pas la main à une petite fille à l'école, c'est qu'il y a un signe de radicalisation. Vous voyez quand même qu'il y a des frontières à pas dépasser dans tout ce genre de débat. Donc si on peut être un pôle à un moment donné de stabilité, de point de repère sur le sujet, Jean-Michel Blanquer, mais l'idée qu'un petit garçon puisse refuser de serrer la main d'une petite fille à l'école, moi je trouve ça choquant. Ben, vous savez, ça dépend des âges, parce que moi j'en ai un petit garçon et des fois les filles c'est bou, caca, il faut pas toucher, etc. Ouais, c'est... Bon, donc, d'accord. Non mais vous savez, tous ceux qui ont des enfants savent quand même de quoi je parle. Les petits garçons, et du coup, les petites filles qui veulent pas donner la main aux petits garçons, il y en a aussi beaucoup. Vous voyez, est-ce qu'elles sont en train de se radicaliser? Voilà, on est d'accord. Non, mais c'est vrai. Ça nous fait sourire. Heureusement que ça nous fait sourire, mais sauf que vu avec des yeux différents de la société de vigilance et dans une paranoïa et parce qu'il y a eu un fait divers, un attentat grave, etc. On va finir par se dire ah bah oui, mais peut-être que parce que ses parents peut-être qu'ils pratiquent l'islam. Enfin, c'est un alors, revenons. Donc, je ne veux pas qu'on tombe dans un truc de dingo là-dessus, qui fait que derrière, il y a toute une partie de la population française qui est stigmatisée, pointée du doigt, et qui vit dans une forme de souffrance. Je pourrais vous rejoindre sur l'idée sans compter Bayonne, on n'a pas parlé de Bayonne. Il y a une partie de la population qui est stigmatisée. D'ailleurs, j'ai trouvé très inquiétant le sondage du JDD paru il y a dimanche, il y a 8 jours, et pour lesquels, pour 80% des Français, la religion musulmane était incompatible avec les lois de la République. Et je trouve très inquiétant que 80% de nos compatriotes pensent ainsi, alors que la plupart des musulmans vivent de façon quiète et tout à fait en harmonie avec les lois de la République. Néanmoins, il faut se méfier des gens avec qui on manifeste. Oui, vous avez raison. La vraie difficulté, c'est qu'on a découvert une partie des gens avec qui on co-signait l'appel au moment où il était publié. Voilà. Pour vous dire très tranquillement. Donc, un problème. Pour vous, Hugo Bernalicis, vous ne vous associez pas au présupposé à la communication du CCIF. C'est pour ça que quand vous dites LFI se déchire, on ne se déchire pas du tout. On est d'accord entre nous. C'est la question. Non, mais je vous le dis. Donc, il faut changer le bandeau. C'est, je sais pas ce qu'il faudrait mettre, mais c'est quoi tension, là, comme le dit le Figaro. Non, tension. Non, il y a pas de tension. Non, mais pareil, on a eu une discussion ce matin en réunion de groupe de facto sur le sujet, et il y a. Enfin, c'est pas de tension, il y a un débat rationnel entre nous, il y a une discussion sur le terme d'islamophobie ou pas, et on est un certain nombre, mais moi je le pense, on a perdu une bataille sémantique sur le sujet, vraiment. N'empêche que ça ne doit pas nous détourner du fait, de ce que je vous pointais, qu'une grande partie de nos compatriotes musulmans et musulmanes dans ce pays sont stigmatisés et que c'est un problème majeur. Et que si on laisse faire ça aller plus loin, c'est pas une attaque à Bayonne qu'on aura, c'en sera d'autres, et d'ailleurs il y en a certainement eu d'autres, et que la DGSI communique bien plus sur les attentats islamistes déjoués que sur les attentats d'extrême droite déjoués. Merci beaucoup en tout cas Hugo Bernalicis, ça on n'en sait rien, on va vous laisser responsable de vos propos parce que nous on n'en sait rien du tout. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur le plateau du Club Le Châtelier. Rosine, à demain. À demain. Pascal Perry tout de suite.